Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Bienvenue dans le podcast Ça tourne au son, présenté par les associations Cinéma 93 et les Engraineurs. Voici la suite de notre feuilleton estival en 4 épisodes, consacrés à l'exploitation des salles de cinéma indépendantes de Seine-Saint-Denis. Dans ce nouvel épisode, découvrez en intégralité l'interview de Victor Courgeon, directeur des cinémas Alice Guy de Bobigny et Cinéma Loro de Bondy. La première question qu'on voulait te demander, outre la présentation, c'était quel rapport t'avais à la salle de cinéma durant ta jeunesse ? Moi, j'ai grandi plutôt dans le sud-ouest de la France. Et pour moi, la salle de cinéma, c'était surtout une sortie entre amis à l'occasion de mon anniversaire, au mois de décembre, parce que j'ai grosso modo grandi avec les sorties d'Harry Potter. Et donc, j'ai un souvenir assez précis de chaque année aller voir le nouvel Harry Potter qui sortait généralement au moment de mon anniversaire. Et avant ça, j'ai un rapport un peu saga, c'est-à-dire de voir les premiers Star Wars, la fin de la trilogie du Seigneur des Anneaux, puis je sais plus exactement les dates, mais les différents épisodes d'Harry Potter. Et après, au lycée, je dirais que j'avais un rapport un peu plus peut-être distinctif à la salle de cinéma. J'allais voir des films en version originale dans des salles de centre-ville, avec aussi d'autres. J'y allais moins en bande, mais plutôt à deux. Il y avait aussi pas mal de drague dans les salles de cinéma quand même en étant lycéen. C'était un endroit de tranquillité et à l'abri des regards. Et puis, en fait, j'y ai pris goût. Je m'ai regardé des films et en fait, petit à petit, je me suis dit, mais la salle, c'est incroyable. Et c'est vraiment en découvrant les salles à réessai qui menaient un travail d'animation, notamment le cinéma Jean Eustache à Pessac. Par ailleurs, après, j'ai commencé ma carrière où je me suis dit, là j'étais étudiant, je me suis dit c'est incroyable la richesse d'une programmation qui mêle à la fois des films contemporains, des films de répertoire, avec énormément d'invités qui n'étaient pas que des cinéastes, des historiens, des historiennes. Et là, je me suis dit, ok, c'est un lieu hyper vivant, où par ailleurs, je trouvais bien ma place, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans le cinéma ? En fait, je pense que par rapport à mes compétences, le mieux, c'est de partager et en plus de gérer un lieu. Et c'est ce que je fais depuis 4 mois, parce qu'avant, j'étais pas directeur. Et c'est fait comment, cette découverte des cinémas d'art et d'essai ? Je pense que c'est par des déménagements un peu progressifs, une espèce de rêve de centre-ville, quoi. Et en même temps, la lecture de revues de cinéma, y a un côté un peu snob quand même dans la découverte des salles quand on est ado. Moi, j'avais la sensation que j'avais envie de me démarquer, d'avoir un peu mon truc à moi. Tout le monde a envie d'avoir sa passion. Et donc, on lit les cahiers du cinéma en se disant « c'est une revue de référence ». Moi, j'ai trouvé ça, quand j'étais assez jeune, plutôt chiant. Et en même temps, je me forçais un peu à lire les textes, aller voir les films. J'avais la chance d'avoir Télérama à la maison. Donc, j'avais déjà une habitude de lecture, de critique de films. Et du coup, c'est peut-être les films et la localisation de mes établissements scolaires qui m'ont poussé vers des salles de centre-ville qui étaient à réessai, alors que moi, dans les villes de périphérie dans lesquelles j'habitais, il y avait plutôt des multiplexes, où j'ai pris beaucoup de plaisir à aller aussi, d'ailleurs. Donc les magazines et le lycée, le lycée où j'étudiais à l'époque, quoi, en centre-ville de Bordeaux. Voilà. Par rapport à ta fréquentation des cinémas d'art et essai, comme tu as dit, durant ta jeunesse, notamment au lycée, est-ce que tu avais des moyens à disposition, peut-être par la municipalité ou quoi, genre des ciné-chèques ou quoi, ou est-ce que c'était peut-être ancré dans ton quotidien, est-ce que c'était un peu par l'argent de poche ou quoi, ou est-ce qu'il y avait des dispositifs déjà qui permettaient l'accès aux salles de cinéma ? Alors, j'y allais pas du tout quotidiennement, peut-être vraiment dans les grandes années, une fois par semaine. Moi, j'ai jamais été un fou furieux des salles de cinéma. Après,
il m'est arrivé de m'inscrire dans des ciné-clubs ou d'avoir un rendez-vous pour aussi me forcer à y aller. Peut-être que j'ai utilisé des coupons de la ville de Bordeaux à un moment donné pour aller voir un film une fois, mais pas trop. Après, moi, franchement, la plupart des films que j'ai vus, en termes de quantité, j'ai découvert les salles RSC en même temps que j'ai découvert le téléchargement. Et donc, j'ai beaucoup regardé de films dans ma chambre, étant lycéen, allongé sur mon lit. J'ai beaucoup regardé de films quand j'étais étudiant, avec mes colocs. Je suis parti en Erasmus en Suède et j'ai passé l'hiver où il faisait nuit tout le temps à juste regarder des films que j'avais téléchargés. Après, j'avoue avoir aussi eu Enfin, j'allais au cinéma en me disant là je paye, et d'autres moments je paye pas. Quand j'étais plus jeune avec mes parents, c'était le vidéoclub, mais une fois arrivé au lycée, il y avait plus de vidéoclub. Il en restait un à Bordeaux, dans le quartier du Grand Parc, où j'habitais à côté quand j'étais justement au lycée. J'y allais de temps en temps, mais c'était plus symbolique quoi, pour soutenir. Par ailleurs, l'avantage des salles RSC, c'est que c'était vachement moins cher, donc il n'y avait pas trop à se poser la question. Et en fait, non, mais j'oublie un truc, j'ai eu une carte illimitée. Il y avait un UGC en centre-ville, et là, bon, franchement, j'en ai profité. Puis quand j'ai commencé à travailler dans l'exploitation, je l'ai arrêté parce que c'était plus trop raccord avec les salles ou les réseaux de salles pour lesquels je travaillais. Non mais attends, pardon, je vais corriger. J'ai pas fréquenté que l'Utopia de Bordeaux. J'ai quand même été à l'UGC pas mal, voir des avant-premières, des trucs. Et puis ils sortaient beaucoup plus de films parce qu'ils avaient beaucoup d'écrans. Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà des ciné indés dans le réseau UGC? Parce qu'aujourd'hui, avec la carte illimitée, tu peux aller à la Filmothèque par exemple, des trucs. Bah moi, j'étais pas à Paris. Donc à Paris, j'ai l'impression que ça a très vite été le cas. Et dans les salles en région, enfin en province, quoi, il y avait pas d'autres salles que les UGC affiliées à UGC, ce qui par ailleurs serait un peu un non-sens pour Bordeaux où aujourd'hui UGC a établi une position de monopole où ils ont plus de 40 écrans situés tous sur la même ligne de tram, donc c'est compliqué pour les indépendants d'exister à côté d'une telle force de frappe, mais c'est un peu la stratégie du UGC quoi, de venir et de prendre possession de villes en rachetant tous les cinémas, quitte à ce que leurs cinémas se fassent eux-mêmes concurrence. Tu as parlé de Bordeaux, du Sud-Ouest, et on se demandait c'était quoi ton rapport au 93 ? Ah, mon rapport au 93. C'est drôle parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui ont un peu cette espèce de diagonale Sud-Ouest 93, notamment le directeur de l'association Cinéma 93, et bon, plein d'autres gens. Mon rapport, c'est les salles que j'ai trouvées le plus intéressantes en termes d'animation culturelle quand je suis arrivé en région parisienne. Je suis arrivé à Paris pour faire mes études quand j'avais 21 ans, pour faire 2 années d'études à la FEMIS. Très vite, j'ai repéré qu'il y avait des salles qui étaient aussi moins chères, même si j'avais peut-être encore une carte illimitée. Et puis, j'ai fait un stage à l'écran de Saint-Denis en 2e année de mon cursus exploitation, que j'ai adoré parce qu'il y a un festival qui aujourd'hui s'appelle Regard Satellite, qui s'appelait les Journées cinématographiques dionysiennes, avec une programmation incroyable, vraiment une audace, et aussi j'ai rencontré là-bas des amis, et je connaissais pas la cinéphilie parisienne, qui est vraiment très particulière. Il y a un truc de fou furieux quand même dans la cinéphilie parisienne, de culte de la rareté, de tout connaître, tout voir, d'avoir des références hyper pointues. J'ai adhéré, j'ai pas du tout rejoint ça, mais les gens me fascinaient en fait, presque autant que plus que les films qu'ils regardaient parfois. Donc le rapport par le 93, je pense que la porte d'entrée c'est Saint-Denis, et après il y a quand même pas mal de festivals qui font découvrir les salles, côté court. Ça fait découvrir le Ciné 104 à Pantin. Je sais que côté court, c'était le premier sujet de l'émission, là, de votre nouvelle émission. Et puis j'ai écrit un mémoire en fait sur les cinémas publics de Seine-Saint-Denis. Parce que moi, j'ai trouvé que politiquement, c'était un projet incroyable que d'avoir des réseaux de salles publiques, d'avoir des cinémas aussi grands que le Méliès à Montreuil, qui soient des salles publiques, ou que le cinéma Alice Guy à Bobigny bientôt. Donc ça me faisait un peu rêver, quoi. Puis je m'y projetais bien, enfin je me disais, ça doit être des endroits chouettes où travailler, et où maintenant habiter, et en fait il m'arrive beaucoup moins souvent de sortir du département pour X ou Y raison, enfin en fait tout est là.
Et quand on a ses bureaux, ses loisirs autour de soi, moi j'ai intégré le réseau Est Ensemble et j'ai eu une espèce de... je me comporte comme un élève modèle, c'est-à-dire je vis dans la collectivité, je travaille pour la collectivité, je participe à toutes les activités proposées. J'adore cet endroit, quoi. Je vais pas faire la réclame pour Est Ensemble. On a vu que tu as travaillé au cinéma Jean Eustache, à la région de Pessac, dans le développement des nouveaux publics. Ouais. Et cette démarche, cette initiative, qui a aussi quelque chose de social, est-ce qu'elle s'est renouvelée dans le 93 ? Oui, alors complètement. Presque de manière plus sociale dans le 93 qu'à Pessac. Pessac, c'est une commune à peu près de la taille de Bobigny. Enfin, elle fait plus de 50 000 habitants. Elle est très étendue. C'est à la fois un centre-bourg un peu historique où arrive le tram, et en même temps, elle va jusque dans les vignes avec des appellations, des grands châteaux, etc. Donc, il y a un côté un peu bourgeois avec quand même une population moins aisée sur la ville, et puis un énorme campus. Et moi, ma mission, c'était surtout de travailler au lien entre le campus et la salle arrêt essai, qui était, si vous voulez, un petit peu plus loin sur la ligne de tram. Il y avait Bordeaux, le campus, puis le centre-ville de Pessac. Donc l'idée, c'était de faire prendre de temps en temps aux jeunes le tram dans l'autre sens, pour aller participer à une soirée, faire ce que fait aujourd'hui Cinéma 93, c'est-à-dire tout un tas d'animations qui sont du jeu vidéo, de la musique. On essayait de trouver ce que vous faites ou ce que font les ambassadrices et ambassadeurs. On avait un réseau girondin. Donc c'était un peu l'idée d'attirer le public 15-25. Moi, je fais partie des premiers postes de médiateurs qui ont été financés par le CNC, avec vraiment une tranche d'âge visée, mais pas tellement une catégorie socio-professionnelle ou un niveau de revenu. Et c'était beaucoup plus le cas à Montreuil, où là, je m'occupais du développement des publics, mais il y avait l'idée quand même de toucher des publics qui avaient pas forcément les moyens de venir en salle, même si les tarifs n'étaient pas très élevés, ou qui n'avaient pas les codes, ou qui n'avaient pas les moyens de transport, ou qui n'avaient pas la langue, ou qui n'avaient pas les capacités physiques. Enfin, voilà, le travail était beaucoup plus étendu à ce qu'on appelle le champ social, parce que aussi Montreuil est une ville avec beaucoup de ressources associatives et puis une population beaucoup plus hétéroclite qu'à Pessac. Tout ce travail que tu as pu rencontrer, que tu as dû un peu mener dans le 93, est-ce que quelle similarité, quelle différence, au final un peu marquante, en tout cas toi qui t'ont marqué à un niveau personnel, t'as vu par rapport à la gestion d'un cinéma public, par exemple à Pessac, contrairement à quand tu étais à l'écran de Saint-Denis, ou là bientôt à Lisguy ou à Cinéma Leroux. Déjà, c'est pas toutes des salles publiques. À Lisguy et le Cinéma Leroux, c'est des salles qui sont complètement publiques, qui appartiennent à une collectivité, où certains des collègues sont fonctionnaires. Vraiment, on est intégré au même titre que les bibliothèques, les conservatoires, les piscines, la gestion des déchets. L'écran, c'est un cinéma associatif qui est soutenu par la commune, très soutenu, mais quand même qui a dû passer sous un autre statut parce qu'ils ont répondu à une DSP, une délégation de service public. Et donc Pessac, c'est encore autre chose parce que c'est une association qui a une convention avec la ville, mais donc qui a un soutien de la ville fort, notamment sur le bâtiment, la gestion des flux. Mais on reste par exemple sur un droit du travail privé. Le fonctionnement associatif et le fonctionnement public sont, je pense, dans la philosophie d'exploitation assez similaires, mais dans la réalité quand même un peu différent. Enfin, la question de la rentabilité se pose davantage pour les salles associatives. Je dis pas qu'elle se pose pas pour les salles publiques, mais elle se pose davantage. Donc peut-être, ça c'est une première manière de répondre sur la capacité à mener des projets culturels qui sont pas immédiatement fonctionnels, où on a besoin de tâtonner. On peut prendre davantage de risques dans des salles publiques, si tant est qu'on en ait la capacité en termes de humain, puisque ce qui fait la différence sur le champ social, ou en tout cas le contact auprès des publics, c'est le fait d'avoir, comme à Cinéma 93, des gens qui se déplacent, qui vont pouvoir être présents en dehors des lieux, et qui vont pouvoir mener des activités qualitatives à long terme, accompagner, c'est pas personnellement les gens, mais il y a quand même une nécessité de disponibilité
qui fait que au Cinéma Malraux, par exemple, on a une équipe qui est quand même plus réduite que celle qu'il y aura au cinéma Alizgi, pour différentes raisons. Et Alizgi est un cinéma plus gros, mais donc toutes les salles n'ont pas les mêmes capacités d'action culturelle. Et après, moi, je trouve qu'entre toutes les salles qui ont été citées, elles font tout un travail génial. Enfin, le Méliès, c'est une salle aujourd'hui qui est une des salles de référence parce qu'il y a aussi un énorme volume d'entrée, mais l'écran, c'est un cinéma iconique. Le Malraux a toute une histoire, et le cinéma Alizgi, une histoire à construire, avec les Balbiniens et les Balbiniennes. Enfin, moi, c'est pour ça qu'on a aussi une équipe étoffée dans la programmation. Elles sont 4, avec une directrice artistique, une responsable de la médiation et de la communication, une responsable jeune public et une chargée de médiation auprès des publics jeunes. Donc là, vraiment, on a, en tout cas, une force de frappe humaine géniale pour se déplacer, monter des projets, faire vivre le réseau d'ambassadeurs balbiniens, par exemple, mais c'est aussi notre chargée de médiation et de communication, elle va plutôt travailler avec le tissu associatif, on va pouvoir mener des projets autour de l'accessibilité qu'on n'avait pas forcément les moyens de faire quand on était sous une forme nomade, et puis Bobigny, c'est une ville pauvre quand même, donc il y a aussi un travail à mener auprès de gens qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma, de formation du regard chez les plus jeunes, grâce à toute l'éducation à l'image qui va être menée par la responsable jeune public. Je pense que franchement, c'est presque un terrain de jeu immense, avec une tradition de forte politique culturelle. Donc à nous de faire ça, et à nous aussi d'être le cinéma de loisirs de la ville, accessible à pied, et accessible parce que pas cher, et accessible parce que avec les films que les balbiniennes veulent voir à l'affiche, peut-être avec du popcorn, on y travaille. Mais justement... Dans cette perspective-là de s'ouvrir aux Balbiniens, est-ce qu'il s'agit de laisser une place à la jeunesse du 93 en tant qu'usager, mais aussi potentiellement en tant qu'acteur, de les intégrer dans ces réseaux-là, par exemple les jeunes diplômés qui s'intéressent à l'exploitation? Effectivement, c'est une bonne question et qui est au cœur des réflexions, notamment sur nos journées pro de Cinéma 93, et où moi j'ai complètement changé de regard parce que au cours des derniers mois, je suis passé employeur. À faire des recrutements et du coup à devoir me questionner sur qui j'embauche, pourquoi, qu'est-ce qui me pousse à privilégier un candidat ou une candidate par rapport à une autre. Donc c'est évidemment des questions que je me pose sans cesse en me disant ok, quelle est la part de préférence territoriale, qui est un mot quand même assez moche et qui peut par ailleurs emmener sur des dérives pas très sympas, qu'on doit admettre dans nos réflexions en termes de recrutement, et en fait on se rend compte déjà qu'il y a une grande partie de l'équipe qui habite dans le 93. Alors c'est pas forcément toujours des personnes qui sont jeunes diplômés, il y a des gens comme ma collègue Fouzia, on va fêter ses 35 ans d'activité au sein du cinéma de Bobigny. Elle était déjà au Magic, puis à l'Écran Nomade, puis à Alizgi bientôt. Notre nouveau responsable technique, il n'est pas jeune diplômé, mais c'est aussi un bon technicien du 93. Dans l'équipe de médiation, certaines habitent aussi le quartier. Et dans les embauches, puisque en fait vous vous rendez bien compte que moi je construis pas déjà seul, on construit collectivement, et surtout on construit pas de zéro, c'est-à-dire que en fait moi je travaille avec une équipe qui était déjà là, et ensuite je viens recruter à la marge. Ça va être notamment sur des postes qui sont des postes de terrain, où là on va évidemment être sensible à des personnes qui connaissent bien la ville de Bobigny, qui ont envie de s'y investir. On a déjà mon collègue Afo qui va être à l'accueil, lui ça fait... Mais c'est pareil, c'est pas un jeune diplômé, ça fait 40 ans qu'il habite Bobigny. Mais ils sont tous issus du 93 quelque part. Pas tous dans l'équipe, non, il y a des gens qui viennent d'autres départements, il y a des gens qui viennent de Paris aussi, mais il y a une majorité de collègues, on est une majorité à habiter dans le 93. Et par ailleurs, c'est un peu le cas à Bondy aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, on voit une jeune diplômée
qui était en stage à la mairie de Bondy. On lui propose un stage en suivant... elle nous dit vouloir faire de l'événementiel cinéma. On lui dit, viens faire un stage au Malraux, c'est en face. Comme ça, tu combines les expériences. Et l'idée, c'est de l'intégrer parce qu'en fait, on sait bien par ailleurs que la question du réseau, du stage, elle est importante. Quand on a recruté une personne pour les scolaires au Malraux à Bondy, le jeune homme qu'on a recruté, il n'est pas originaire du 93, mais il y habite, il a fait son stage, son service civique, je ne sais plus, à Côté-Cours. Donc on a un écosystème qui, normalement, est censé aussi permettre l'émergence de jeunes talents. Et à nous, salle de cinéma, d'être capable de les intégrer, sachant que la concurrence sur les postes qui sont des postes, entre guillemets, artistiques, en tout cas des postes de programmation et de médiation, pour le dire plus concrètement, elle est dantesque. Il y a, sur un poste comme le poste de médiation sur lequel on a recruté, on a atteint 200 candidatures. Sur ces 200 candidatures, honnêtement, on aurait pu facilement en recevoir au moins la moitié en entretien. Et facilement. Tout le monde était extrêmement légitime. Et moi, ça m'a aussi fait mal au cœur de me dire, ok, cette personne-là, on va pas la recevoir, alors que c'est des gens qu'on a pu côtoyer, qu'on a pu former. En fait, se dire, oui, mais là, la concurrence est très rude, quoi. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de marge de manœuvre en termes vraiment purement d'emploi sur des postes techniques, en projection, projection, chef de cabine, responsable technique. Ça, c'est des postes où il y a finalement moins de concurrence et qui sont, moi je considère qu'ils sont aussi intéressants. Et après, pour parler du fonctionnement très précis du cinéma Alice Guy, on intègre dans notre organigramme des emplois étudiants pour permettre à des gens qui sont en études et qui habitent, par exemple dans le nouveau quartier, il y a une résidence étudiante, mais je suis sûr qu'il y a plein d'étudiants tout autour, il y a un gros campus à Bobigny. L'idée, c'est de leur permettre de financer leurs études tout en se faisant une première expérience en salle. Et beaucoup de gens ont commencé dans l'exploitation par des petits boulots étudiants. Par ailleurs, nous, à l'Écran Nomade, on a fonctionné pendant 2 ans avec un jeune homme qui a fait cette formation à la FEMIS et qui va prendre des responsabilités dans une salle à Asnières. Et donc, moi, je pense que c'est un bon moyen de voir de l'intérieur comment ça se passe. Parce que d'un coup, on se familiarise avec le langage, les codes, les pratiques, le rythme. C'est un petit monde à part, quand même, une salle de cinéma. Ok, merci. En tout cas, c'est clair pour la question de l'action, on va dire, interne, en tout cas à l'intérieur, au sein du réseau et des équipes. Est-ce que tu penses que tu pourrais un peu estimer le volume d'action, on va dire, externe, entre guillemets, en tout cas l'appui d'autres établissements de services publics, peut-être, tout à l'heure tu mentionnais des associations, mais est-ce que potentiellement, pour un peu faciliter l'accès à la culture, peut-être être en lien avec des écoles ou des bibliothèques ou ce genre de choses. Je sais qu'à Bobigny, on a une bibliothèque qui est là depuis des années, qui se faisait un petit peu seule. Il y a une salle de théâtre à côté, il y a le MC93. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ça ou... Déjà, je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question, puisque moi, je travaille pour Bondy et Bobigny depuis 4 mois. Donc, par exemple, à Bobigny, mes collègues qui font de la programmation depuis une dizaine d'années pour Ariane, ou mes collègues qui font de la médiation ou du travail auprès du jeune public depuis plusieurs années, elles sont bien mieux placées que moi pour répondre sur les structures, les partenariats. Moi, je pourrais en lister quelques-uns, mais par ailleurs, qu'est-ce que les cinémas de nos réseaux, les salles indépendantes du 93 peuvent apporter au-delà des films? Je vais pas dire rien, mais les films, c'est la base. Nous, on peut apporter des films. Franchement, d'abord, on est un lieu de projection de cinéma, donc l'idée, c'est d'apporter après des films qu'on a envie de voir, au moment où on a envie de les voir. Sortir de l'image de l'école, je suis d'accord que c'est important, mais accueillir les élèves, c'est encore plus important. Voilà. Pour moi, la priorité, c'est effectivement de garantir l'accueil des scolaires, surtout quand on ouvre un cinéma, parce que c'est un public qu'on va pouvoir toucher rapidement. Ils vont venir en groupe, accompagnés par leurs enseignants et enseignantes, et nous, on a à cœur de soigner, parce qu'il y a des assos qui pilotent des dispositifs d'éducation à l'image, qui ont besoin d'être accompagnés, des séances où, peut-être vous en avez encore le souvenir. Voilà. Après, pour transformer l'image du cinéma, pour le sortir de ce cadre scolaire, moi je crois qu'il faut des cinémas qui soient beaux, neufs, à des tarifs accessibles, et avec des films en sortie nationale.
C'est des réponses un peu basiques, mais en fait, pour moi, c'est ça la base. C'est-à-dire, il faut pouvoir avoir envie d'aller au cinéma parce qu'on va être bien assis, on va trouver le lieu beau, enfin voilà, les toilettes propres. C'est des trucs basiques, hein, mais en fait, c'est ça qui détermine. Qu'on va pouvoir se payer une sortie en famille sans se ruiner. Hein. Enfin, les tarifs des cinémas publics, c'est quand même, je pense, leur principal argument. Et puis qu'on va pouvoir aller voir Avatar le jour de la sortie, le 17 décembre, qui correspond à l'ouverture du cinéma Alice Guy. Hop, j'en profite. Après, sur ce que ça peut apporter d'autres, évidemment, le travail d'action culturelle permet plein de choses. Et là, je parlerai plus de mon précédent boulot, où on a monté des parcours d'insertion à travers la salle de cinéma, qui reprennent un peu l'approche métier qu'on évoquait, en disant, en fait, on vous fait découvrir un environnement professionnel à partir de films, et du coup, à partir de la salle, vous découvrez qu'il y a des métiers dans la salle de cinéma. C'est un métier d'être caissier ou caissière, projectionniste, de travailler à l'accueil ou à la compta ou à la programmation. Et en parallèle, grâce à la salle de cinéma, on peut découvrir tous les autres métiers de la chaîne. Et là, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup en plus en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a beaucoup de tournages, il y a beaucoup de studios, il y a beaucoup de post-production. Du coup, moi, je me suis servi de la salle de cinéma pour un peu ouvrir le champ et dire à des jeunes qu'on accompagnait, par exemple, ici par la mission locale, leur dire, bah oui, c'est possible en fait. C'est possible. Évidemment, vous avez besoin qu'à un moment donné, on vous mette en lien avec la bonne personne, la bonne formation pour accéder à l'emploi dans ce domaine-là si ça vous intéresse. Mais en fait, par contre, c'est tout à fait possible. Donc voilà à quoi peut servir une salle. Après, une salle de cinéma, si on parle d'un point de vue lieu, elle peut servir à plein d'autres choses. Moi, si le cinéma Alice Guy peut, comme le Méliès, devenir le lieu officiel de révision du bac, je trouverais ça super. Parce que du coup, ça veut dire qu'on est aussi un lieu ouvert au public, où des jeunes se réunissent. Si on peut développer des activités annexes de restauration, librairie, enfin, aujourd'hui, on pense à un projet où on va d'abord travailler, comme je vous l'ai dit, le fait de montrer des films. Mais au-delà, on peut devenir un lieu de vie. À Bobigny, les lieux de convivialité, et tu me corriges si je me trompe, hein, il n'y en a pas tant que ça. Donc si on peut être un des lieux ouverts où on peut soit juste s'arrêter pour aller aux toilettes, ou alors carrément se poser toute l'après-midi pour travailler sur son ordi, ben déjà pour moi on a rempli une de nos missions de service public. Il y a quand même un truc qui est intéressant aussi, c'est que le cinéma de service public, c'est un cinéma qui travaille dans le 93 avec Est Ensemble et avec les politiques, c'est-à-dire que suivant aussi qui est au pouvoir, vous n'avez pas forcément les mêmes interlocuteurs. Et donc la question que je me pose, c'est quand on a quand même des convictions en tant qu'exploitant, des convictions politiques sur la manière, par exemple le fait que le cinéma puisse être un lieu de vie, que ce soit un lieu de convivialité, ou aussi le choix des films qu'on décide de programmer. Moi, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure tu arrives à gérer justement le fait que ça reste un cinéma de service public, de garder ton indépendance. Alors, je vais répondre en plusieurs temps, parce que déjà, les salles publiques, il n'y a pas que Est Ensemble hein, en Seine-Saint-Denis, et en France, évidemment. Est Ensemble, c'est particulier parce que c'est une communauté de communes, ou un équivalent qui s'est emparé de la compétence cinéma. Ça n'arrive pas trop. D'habitude, c'est plutôt des cinémas qui sont municipaux. Comme l'étaient la plupart des salles d'Est Ensemble, au départ. La question sous-jacente à la tienne, c'est est-ce qu'on est vraiment indépendant ? Est-ce qu'on est indépendant quand on appartient à un réseau de salles publiques ? Alors, oui, on est indépendant par rapport à un circuit d'exploitation. Parce que là, tu présentes le métier d'exploitant comme un métier passion, avec un sens politique très fort. Bon, enfin, moi, je veux dire, j'aime beaucoup mon travail. Et évidemment, je pourrais pas le faire si j'y trouvais pas du sens. Par ailleurs, mon travail me paye, hein. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Enfin, il ne faut pas idéaliser les exploitants. Hein, on est des gens qui faisons tourner des lieux. Moi, par ailleurs, j'y gagne beaucoup. Enfin, je veux dire, je gagne un salaire tous les mois. Et en plus, je me fais interviewer par des gens dans mon bureau. J'ai une certaine notoriété. Enfin, tu vois, il ne faut pas non plus nous prendre pour des saints. Après, c'est vrai qu'on n'a pas une vision mercantile de notre profession. Même si, quand on bosse au Méliès, par exemple, on pense aux entrées, hein, oui, bien sûr. Tous les jours. Et toute l'année dernière, on l'a passé à se répéter collectivement 400 000, parce qu'on s'était fixé un objectif. Donc c'est juste pour redescendre un peu, pour pas faire des exploitants
des figures particulièrement louables ou bien intentionnées. Après, évidemment, on défend des politiques publiques d'accès à la culture, de défense de la diversité du cinéma, et aussi de la diversité de nos spectatrices et de nos spectateurs, et aussi de la diversité de nos équipes, j'espère, à terme. Mais donc, sur le choix des films, aujourd'hui, on travaille dans le cadre de ce réseau-là, on travaille de manière extrêmement libre. C'est-à-dire que nous, on a de temps en temps des commandes politiques sur des sujets qui sont des priorités pour la collectivité. Et c'est à plusieurs échelons, parce que nous, on est à l'échelon intercommunal. Donc là, il y a des sujets au sein des ensembles qui sont importants. Par exemple, la question climatique, elle est importante. Donc on va travailler sur l'eau. On a une régie publique de l'eau. On va travailler sur l'agriculture, parce qu'on organise les 48 heures de l'agriculture urbaine. Voilà, ça c'est des choses où on nous sollicite. Après, libre à nous de dire, moi, ok, l'environnement c'est super, mais par contre, je veux mettre un film sur la Formule 1 sur toutes mes séances de l'été et programmer F1 avec Brad Pitt, alors que la Formule 1, bon, c'est pas hyper vertueux. Ou sur la Palestine. Alors on peut programmer des choses sur la Palestine. Oui, on peut programmer des choses sur la Palestine. Parfois même, on nous demande de programmer des choses sur la Palestine. Donc je commençais à vous expliquer l'échelon intercommunal. Mais en fait, il y a aussi un échelon communal. Et il y a beaucoup de communes dans le 93 qui sont engagées aux côtés du peuple palestinien. Il y a des communes qui sont jumelées avec d'autres communes palestiniennes. Il y a des échanges qui se font. Il y a des manifestations en solidarité, à Bobigny particulièrement. Et donc, évidemment, que certaines de nos salles accueillent, par exemple, le festival Ciné-Palestine, qui est historiquement accueilli au Méliès. Évidemment que moi, un de mes souvenirs de dernière rencontre à Montreuil, c'est avec deux des co-réalisateurs de No Otherland, qui ensuite gagnent l'Oscar du meilleur documentaire. Et évidemment que c'est un film que dans le réseau on a envie de montrer, parce que c'est un bon film, et en plus parce qu'il défend une cause à laquelle certains de nos élus peuvent être sensibles. Pas nous, certains de nos élus. Nous, on est tenus à une forme de neutralité, puisqu'on est agent du service public. Oui, d'où le fait que tu nuançais un peu, comme je disais, le caractère politique de ce que c'est qu'un exploitant. Après, libre à vous de lire dans notre travail. Oui. Mais vous ne nous entendrez pas affirmer haut et fort qu'on prend position pour un tel, une telle, etc. Évidemment, moi, à titre personnel, il m'arrive de faire des manifestations pour certains sujets, je vais voter, voilà. Mais mon travail, c'est pas ça. Et c'est d'autant moins ça que je travaille aujourd'hui beaucoup plus aux côtés des équipes que des films, et c'est un peu la bascule. Donc moi j'accompagne beaucoup plus mes collègues dans leur quotidien, et je crois que la liberté de programmation, elle est extrêmement importante, parce que si vous me posez la question, c'est aussi que parfois elle est en danger. La question de l'interventionnisme politique au sein de la programmation, elle est compliquée pour une salle publique. Parce qu'en fait, qui décide dans une salle publique ? C'est une vraie question. Qui décide dans une collectivité territoriale ? Est-ce que ce sont les services ou est-ce que ce sont les élus ? C'est les élus, évidemment, puisque c'est les représentants élus par la population, par les habitantes et les habitants. Si les services se mettent à décider, d'un seul coup, on perd l'aspect démocratique de notre système plus ou moins décentralisé. Mais du coup, nous, on doit répondre aux élus, évidemment. Après, quand il y a des désaccords avec des élus, mais là, je parle globalement dans la fonction publique, hein. Il y a des municipales en mars, je peux vous dire qu'il y a un nombre important, je dis dans les communes de France, de DGS, donc directrice ou directeur général des services, DGA, adjoint, ou des directrices ou directeurs de la culture qui vont changer de poste. Parce que, en fait, une commune qui change de couleur politique, ça fait changer aussi une partie des équipes. Voilà. Donc, pour les salles publiques, la question, elle se pose, et en même temps, je crois que notre liberté, elle est bien défendue au sein d'Est Ensemble. Parce que, par exemple, on aurait pu dire, il y a un réseau de salles publiques ? On va prendre juste une ou deux personnes pour programmer l'intégralité des salles du réseau. Ici, non. Chaque cinéma fait sa propre programmation. Donc ça aussi, c'est défendre une forme d'indépendance. Indépendance vis-à-vis
de nos collègues aussi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, justement, à la faveur des élections, les villes peuvent changer de couleur. Et justement, ce devoir de neutralité-là, de travailler à la programmation, jusqu'où il peut tenir avec les désaccords si vraiment on se retrouve, je sais pas, dans une situation catastrophique, à l'opposé complètement de tes valeurs à toi personnelles? Pour l'instant, j'ai pas de problème. Et en plus, je programme pas tout à fait. Oui. Voire pas du tout. Enfin, en l'occurrence, vraiment, au Malraux, c'est Amélie, la programmatrice. Ici, c'est Ariane. Donc, je peux facilement botter en touche et pas répondre à ta question. Parce que je peux te dire que pour l'instant, elle me concerne pas. Okay. Voilà. Après, libre à chacun de décider que vraiment son environnement de travail est par accord avec ses convictions. Mais, enfin, je veux dire, parfois, ça va moins loin que des changements de bord politique. Parfois, il y a simplement un changement de collègues, de direction et des choses qui font qu'on a envie de partir. Parce qu'on n'est plus raccord avec pas forcément une opinion sur un sujet international, mais juste une manière de faire au sein d'une équipe. Et moi, je pense qu'il faut savoir partir. Par ailleurs, de manière générale, je crois que c'est important je sais pas si c'est régulièrement, mais de laisser la place. Parce que c'est pas parce qu'on fait un métier depuis très longtemps qu'on le fait mieux que quelqu'un d'autre. Évidemment, on a des habitudes de travail, mais moi, par exemple, après 4 ans au Méliès, j'avais le sentiment d'avoir atteint des objectifs qui m'avaient été fixés, et puis aussi de reproduire des choses que j'avais été amené à faire et d'avoir moins d'idées, moins de capacité à travailler différemment. Et je pense que sur des postes comme ça qui nécessitent beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, parce que là, il faut avoir un peu la foi quand même, pour sans cesse se dire je vais remplir une salle de cinéma avec des gens plusieurs fois par semaine, sur des événements pas toujours évidents, etc. Et donc je suis content que quelqu'un ait pris le relais et puisse remettre 120% d'énergie dans ce poste-là. Voilà. Donc après, sur le travail avec sa conscience en cas de désaccord politique, il appartient franchement à chacun et à chacune, et c'est pas une question qui se pose pour moi aujourd'hui. Sur justement cette espèce de liberté un peu que tu viens de nous décrire, malgré bien sûr les demandes et les besoins de la commune et des communes, en fait, du réseau, est-ce qu'on peut y comprendre une certaine transversalité, si je peux dire ça comme ça? Moi personnellement, en ce moment, je travaille dans une bibliothèque pour le réseau Pleine Commune. Ouais. Et je sais qu'on a parfois, comme tu l'avais dit, des temps qui peuvent être importants pour le réseau, avec ton exemple sur l'eau par exemple, ou autre, sur le climat, etc. Et du coup, il y a à ce moment-là, dans tout le réseau, une espèce de coordination, un thème commun, voilà, on va présenter des œuvres par rapport à ça, en même temps, sur 2 semaines par exemple. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a une possibilité, par exemple, pour les chargés de programmation, de projection, qui peuvent se dire, ok, donc on va faire ça, mais moi, à côté, j'aimerais aussi, par exemple, aborder ce thème, donc je vais essayer de projeter des films sur X thème en ce moment, ou si je peux le prévoir pour dans quelques mois ou quoi. Est-ce que vous avez cette liberté-là? C'est une excellente question parce que, je vais y répondre de plusieurs manières. Par ailleurs, les collègues qui font effectivement de la programmation, qui sont chargés de médiation, etc., c'est souvent des gens c'est infini le travail de programmation. On peut pas toujours tout voir. C'est un peu comme la communication. On peut toujours communiquer. Et la médiation, c'est pareil, en fait. C'est des tâches où, en fait, on peut sans cesse faire mieux, sans cesse aller plus en profondeur, etc. Donc souvent, c'est des gens qui sont très occupés localement. Et par ailleurs, qui ont travaillé à tisser un tissu local. Mais, évidemment, aussi, c'est des gens qui sont pleins d'idées et qui peuvent... les idées, ça ne se vole pas, ça se partage. Donc, qui peuvent donner des idées à d'autres collègues et effectivement faire partie d'un même réseau, ça aide. Donc, il y a des dispositifs communs qui se montent à la faveur de l'initiative d'un ou une à l'intérieur d'un cinéma. Je pense par exemple à des séances bébé bienvenue, qui, j'espère ne pas me tromper, vous pourrez demander à Anne si vous l'interviewez, sont nées au Ciné 104 et ont été reproduites dans plusieurs salles du réseau. Ont lieu maintenant au Méliès de Montreuil, au Trianon à Romainville, ont eu lieu à Bondy, à Bobigny, et ça c'est une super bonne initiative qui n'est pas thématique, mais en revanche qui vient vraiment répondre à un besoin spécifique
qui peut correspondre en plus à la typologie du territoire, où on a plutôt une forte natalité en Seine-Saint-Denis. Ensuite, sur les projets transverses, ce qui est génial, et je le mentionnais dans mon approche des salles du 93, comment je les ai découvertes, c'est qu'il y a beaucoup de festivals. Et par exemple, un festival comme le FFFA, le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, qui se passe au Trianon, qui est cinéma de Romainville et Noisy-le-Sec, il essaime dans les autres salles du réseau. Et on a des séances qui se retrouvent un peu partout. Donc l'approche festivalière, elle permet de travailler la transversalité. Et après, je voudrais rendre hommage à une collègue qui travaille ici, puisque vous êtes à l'hôtel de territoire, donc au siège de la collectivité, Nina, qui est une chargée de mission pour le réseau des cinémas, et qui participe à justement nous mobiliser sur les initiatives politiques, qui peuvent être par exemple le festival animaliste qui a lieu au début du mois de juillet. Et surtout, c'est elle qui, avec l'équipe de l'Écran Nomade, donc le cinéma itinérant de Bobigny, coordonne toute la saison de projection en plein air. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux projets de transversalité, puisque là, on a une équipe du cinéma de Bobigny qui s'arrête pendant l'été pour se mettre au service de toutes les autres communes, qui elles-mêmes, les équipes des cinémas, ont travaillé avec des structures locales pour déterminer la programmation des séances dans chacun des quartiers principaux de leur ville. Et on va pendant 2 mois sillonner le territoire et faire une 40aine de projections avec, du coup, là, on a je sais pas si c'est une identité de territoire, enfin un truc qui nous lie en tout cas, qui est notre camion de projection qui se déplace, et voilà, mes collègues, ils vont un jour sur 2 presque, sortir des enceintes, monter un écran, s'installer dans un lieu, voir des gens arriver, les équipes techniques des villes vont installer de l'électricité, des chaises, couper l'éclairage, mettre des blocs béton pour lester. Enfin, c'est un énorme travail de coordination. Et là, pour le coup, on fait des choses ensemble. Ensemble, où on relie des cinémas entre eux, des espaces entre eux, des collectivités entre elles. Et en plus, elles sont gratuites. Et en plus, on touche généralement toute la jeunesse du territoire, parce que les enfants se précipitent sur ces séances en plein air. Bon, on va conclure sur ça. Ben non, mais merci à vous deux. Super question. C'est bien de rentrer, c'est bien d'insister sur les sujets, parce que du coup, moi, franchement, j'adore ce genre d'échange. Merci. Déjà, j'ai l'impression d'être sur un plateau de radio, là. C'était l'épisode 3 du feuilleton estival consacré au métier d'exploitant de salle de cinéma du 93. Le 4e et dernier épisode sortira le vendredi 15 août. Soyez à l'écoute.